vraiment plus trop une identité. Okay. Mais dans tous les cas, mon nom, c'est ça, c'est Philippe Kabea. Le poste nom, vous en passez souvent. Je m'en passe assez souvent, parce que mon poste entre 10 000 choses. Hein. Il y a 10 000 raisons pour ça. Mais comme on dit, je n'aimerais pas tomber dans le cas de Félix Tshisekedi. En tout cas, moi, c'est Philippe Kabea. Nous, on est 7 de mon père, si je peux dire, enfin de ma mère. Parce qu'on est 6 garçons et une fille. Je suis né d'une famille, l'aîné c'est une fille et il y a une suite de garçons. Quoi. Ça, très petit, moi on m'appelait Petit Jean. On m'appelait Petit Jean quand j'étais enfant. Et parce que j'étais le diminutif de mon père en fait. Mon père est Jean Moukolo comme on disait, et puis le Petit Jean. Et mon père, quelqu'un de très réservé aussi quand même. Mais moi, plutôt curieux comme enfant, alors très curieux. J'étais le genre d'enfant qui mettait un peu tout le monde mal à l'aise. Parce que j'avais toujours, ça c'est un peu la partie que me racontent mes parents, j'avais toujours la question qui dérange ou qui percute, je veux dire. Facilement, je poserais la question à quelqu'un, pourquoi vos chaussures ne sont pas cirées, pourquoi vous avez un trou dans votre pantalon, pourquoi je ne vois plus votre femme. Voilà, donc moi j'arrivais, je posais une question. J'étais vraiment... on me surnommait même journaliste quoi, par d'autres. Mais bizarrement, alors très bizarrement, mes tantes, la plupart de mes tantes m'appelaient ingénieur. Mais c'était aussi parce qu'il y avait mon côté, en dehors des questions, mais il y avait le côté bricot aussi. J'ai déjà un enfant qui aimait beaucoup les robots, qui aimait beaucoup bricoler, démonter mes propres jouets. Ça, c'était quand même très vite donné. Et la première chose qui se révèle dans ma famille, c'est le simple fait que moi, j'ai pas fait de maternelle. Je n'ai pas fait de maternelle parce que le jour où on m'a amené à l'école, la première fois, j'ai pleuré et j'ai dit à mon père, ça sert à rien de m'amener à un endroit où je dois apprendre des choses que je sais déjà. Parce qu'en fait, c'est vrai, je savais lire à la maison, je savais déjà écrire à la maison. Et donc, mon père me rappelle toujours cette phrase-là où il dit, en fait, je lui ai dit, pourquoi tu m'amènes à apprendre bonjour et bonsoir? Parce qu'en fait, c'était ça qu'on apprenait aux enfants et tout machin. Et je lui ai dit, j'y vais pas. Donc, il a accepté, j'ai pas fait de maternelle. Ce qui a fait que j'ai commencé l'école très tôt. J'ai commencé l'école avec 1 année et demie d'avance. Parce que directement, on m'a basculé, j'ai attendu 1 année à la maison et puis je suis allé directement en première. Donc, j'ai jamais eu la chance de faire la maternelle. Très vite, après, j'ai toujours dit, peut-être que j'ai raté quelque chose, mais j'ai jamais fait la maternelle. Oui, je pense que ça m'a permis de m'ouvrir à cela. Mais aussi, je peux dire, et ça c'est quelque chose que je donnerais comme conseil à ceux qui ont des enfants, je peux dire que dans mon cas, la partie qui m'a beaucoup aidé, c'est que mes parents m'ont laissé faire. Okay. Mes parents m'ont laissé démonter des choses, mes parents m'ont laissé... voilà, et puis aussi, quand à la maison, déjà très jeune, on t'appelle ingénieur, on t'encourage, quand il y a une émission technique, c'est toi qu'on appelle, il y a ce côté-là où tu te sens déjà à l'aise dans le bain, je dirais. Donc je crois que quelque part, mes parents m'ont aidé quand même en me permettant de le faire. Parce qu'ils auraient pu ne pas être contents. Parce que je l'ai connu quand je termine mes humanités et que je rencontre mon prof de maths. Mon prof de maths a pleuré. Alors quand je dis pleurer, c'est pleurer quand je lui ai dit que je faisais les cours d'informatique. Il m'a dit, toi, avec ton intelligence, pourquoi tu es allé là-bas? Donc j'imagine qu'il imaginait, qu'il se disait que c'est bureautique, c'est... Voilà. Il s'est dit, c'est pas ça. Moi, je devais finir, je sais pas, à faire le droit, médecine, je pense que j'ai fait maths physique. Donc, j'étais très bon en maths. Et il se disait, non, peut-être que je finissais dans autre chose. Mais je suis allé faire l'informatique. Pour lui, ça ne correspondait pas à ma carrière, selon lui. Et donc, il y a aussi ce côté où les gens autour de toi peuvent te guider ou te laisser faire. Et moi, mes parents m'ont laissé faire. Et je pense que, malgré mon côté débrouillard, bricoleur et tout ça, j'ai quand même eu des parents qui m'ont laissé faire mes trucs, qui m'ont laissé démonter, qui m'ont laissé jouer. Donc c'est cette confiance-là de parents qui... Oui, ça joue beaucoup. Ouais. Ça joue beaucoup. Il y a les parents au premier niveau et plus tard, il y a eu des amis. Okay. Plus tard, il y a eu des amis.
À quel moment dans ton cercle d'amis, tu as des gens qui te poussent quand même à faire ce que tu fais ou qui t'encouragent à faire ce que tu fais? Ok. Moi, j'ai eu un ami qui avait son père qui était ingénieur. Ok. Donc, ils avaient un ordinateur chez eux dans les Ingénieur années... informaticien. oui. Donc, c'était un ingénieur électricien, mais qui avait fait les automates, qui avait fait l'informatique. Donc, du coup, chez eux, ils avaient déjà un ordinateur en 94, 92. Bon, là, c'était Voilà. quand quelqu'un en a. Voilà, donc ils avaient déjà ça, ils maîtrisaient l'ordinateur à cette époque-là. Lui, à l'école, il venait déjà, il avait des trucs. Et moi, avec mon côté informatique que j'aimais déjà avant, moi j'avais une 486 qu'un oncle m'avait prêté. Et du coup, il y avait déjà quelque chose en moi qui était... voilà, qui commençait. Et mon ami, la famille, tout ça te met dans un environnement quand même. J'ai commencé... bon, je suis venu du village. Hein, au village, Okay. je me souviens que j'ai étudié dans une école qui s'appelait du Progrès. Ah, excusez. Donc, Philippe Kabia n'est pas né à Kinshasa. Ah non, 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 du tout. Hein. Moi, je ne suis pas un quinois De au naissance. vrai sens du mot. Mais le quinois, c'est l'état d'esprit. Donc, ça aussi. je suis quinois. Je suis quinois parce que je ne suis pas quinois de naissance. Vous êtes Je suis arrivé né à Kinshasa, j'avais 6 ans, je crois. parce que vous êtes né à Je suis né à Chikapa. Chikapa. Je suis né à Chikapa et voilà. Mais c'est très bizarre parce que moi je suis, je dis parfois bizarrement, mais je suis Pende de naissance. Donc pour dire, Chikapa c'est très peu connu pour ça, mais c'est une zone assez bizarre. À Chikapa, tu as les Pende, tu as les Chokwe, tu as les Bukongo, tu as les Baluba, tu as les Lulua. Tu as tout le monde en fait qui se côtoie dans cette zone-là et ça crée en fait, ça crée, j'allais dire une nationalité, mais ça crée une tribu bizarre en toi quand tu es là-bas. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours très attaché à ce côté Pende. Mais voilà, j'ai des parents Louloua, voilà. Et c'est un peu ça la petite histoire. Mais je suis arrivé ici, j'ai commencé mes premières années à l'école Massamba. Massamba. Oui. Massamba. À Limité. Non, non, pas à Limité, à Lemba. Ah oui, on habitait, Massamba. quand je suis venu, on habitait des bonhommes et puis Lemba. Je fais Massamba à Lemba et puis je suis allé à Aurore. Limité. Aurore Limité. Aurore, Lupio et puis après je me suis retrouvé au lycée Molière. Et là aussi c'est la fameuse histoire. Ça c'est une histoire assez drôle, mais je sais pas comment tu pourrais la raconter, mais je te la raconte quand même. C'est que un jour je prends une décision assez drôle. Alors vraiment assez drôle. Là, vous êtes au lycée Molière. Non, là je suis à Aurore. Tout le monde sait combien ça coûte Aurore. Alors je suis dans une phase de... On a des problèmes à la maison, voilà, financièrement c'était plus trop ça, et on sait combien on paie à Aurore. Moi je subis en fait ce que tout enfant peut connaître, hein. À ce moment-là, ça veut dire je ne suis plus très concentré, mes points commencent à baisser. Avec les prix à payer, je me décide, je me dis un jour, tiens, il faut que, voilà, moi j'avais le niveau, j'avais déjà le niveau, j'étais en 4e année, j'avais vécu, enfin j'avais passé du temps dans une bonne école. Pourquoi je ne pouvais pas permettre à mes parents, pour le peu d'argent qui restait, de payer pour mes frères, qui étaient plus jeunes. Donc moi, je pouvais prendre le risque d'aller dans n'importe quelle école. Je crois que même si j'allais dans l'école la plus pourrie, en ce moment-là, j'aurais quand même eu le niveau. Parce qu'en 4e, je crois qu'on avait déjà le bon niveau. Et j'avais souvent été, si pas 2e, premier de classe et tout, donc il n'y avait vraiment pas de souci. Je me suis dit, mais tiens, c'était le moment pour moi de partir. Et donc je suis parti un jour, avec le peu d'argent que j'avais sur moi, en ville, parce que je voulais une école en ville, seul. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Molière. Et en passant devant Molière, j'ai vu un ordinateur. Ils avaient dessiné un grand ordinateur au mur. Non, le lycée Molière à l'époque, il y avait un grand dessin de Molière, le Molière de théâtre. Et puis à côté, il y avait un grand ordinateur. Et donc quand je vois cet ordinateur, je me dis, ça c'est l'école où je dois aller. C'est comme ça que je commence à Molière. Donc je fais mes 2 ans là-bas et je finis à Molière. Okay. Et puis vient l'université. Puis l'université, il y a le choix entre l'Europe, l'UNIKIN et tout. Mais bon,
Là encore, j'écoute des amis, je vois, il y avait une école, la meilleure école à l'époque, c'était l'école informatique de finance. C'était l'université de l'État, comme l'ENEF, l'école nationale. Non, là, c'est l'école nationale de finance. L'école informatique de finance, c'est à la Dégérade Mausolée, vers le Palais de la Nation. C'est là-bas que je fais mes études, analyse programmeur, ingénieur concepteur, et puis voilà. Après, je commence à travailler, puis je vais me spécialiser en Europe, voilà. Enfin, les choses sont venues après. C'est vrai que ça pouvait tenter tout jeune. Et puis moi-même, je crois que quand je terminais mes études, j'avais envie d'aller en Europe. Si j'avais la possibilité claire de partir, je serais parti. Et j'aurais pu y rester. Mais à l'instant où je me retrouve en Europe, en stage pour une spécialisation, dans ma tête, c'est clair. Je sais ce que je peux faire pour mon pays. Et même encore, je le savais d'ici, mais ça s'est vu encore mieux quand je suis arrivé là-bas. J'ai vu l'écart qu'il y avait entre eux et nous. Et à un moment, je me dis, je ne peux pas. En fait, si je peux même te dire, j'avais envie de revenir même avant la fin de mon séjour. Parce que j'avais des notes, j'avais des histoires, j'avais enregistré des software, des logiciels. Et je me disais, non, il faut que j'aille installer ça là-bas. Donc, je voyais déjà ce que j'allais faire en même temps. Vous étiez en Europe, mais vous étiez mentalement... Non, moi j'étais ici. Parce qu'en fait, ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je savais pourquoi je le rencontrais et là où je voulais faire ça à Kin. Donc, c'était clair, c'était vraiment clair dans ma tête que non. Et j'avais peur, c'est vrai, j'avais peur comme tout le monde, beaucoup de la famille, les amis. J'ai rencontré mes amis en Europe. Mes amis d'école qui m'ont dit pourquoi tu rentres, on va t'aider à rester ici, tu vas rester là-bas, tu vas souffrir, regarde, tel est rentré, depuis qu'il est là, il souffre. La pression est là, mais je suis rentré parce que je savais ce que je voulais faire et aujourd'hui je ne le regrette pas. Donc Philippe Kabila ne regrette pas. Ah non, du tout. Mais après il faut dire une vérité. Moi j'aime bien l'Europe, comme je crois tout le monde. Après, moi j'aime voyager. C'est pas que l'Europe, j'ai fait pratiquement toute l'Afrique. J'anime des conférences un peu partout. J'adore voyager. Je suis vraiment un routard, si je peux dire. Mais voilà, j'ai le choix aujourd'hui de vivre là où je peux. Et je regrette pas d'être venu. Mais aujourd'hui, j'y vais tout le temps aussi en Europe. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est aussi quelque chose, un conseil que je peux donner à beaucoup de jeunes. C'est il y a des choses qu'on ne vole pas. Il y a des choses qu'on ne vole pas. Il faut être assez réglo avec soi-même. Beaucoup d'entre nous ont pris, mais tu vas pour une formation et tu fuis et tu commences à dire Dieu, ça aussi c'est un péché. Je crois qu'à un certain moment, si on veut être réglo, on va être réglo dans tout. Mais moi je pense que j'ai fait le choix d'être, d'être honnête, d'être loyal envers mes engagements. Et en revenant, je ne l'ai pas regretté parce que je suis reparti en Europe plusieurs fois. Oui. Bon, il faut faire les choses dans l'ordre. Quand je suis revenu, d'abord la première fois, je n'ai pas commencé le café. Je reviens la première fois, je travaille. J'ai aujourd'hui à peu près, je dirais, j'ai quelque chose comme 16 ans d'expérience autour de ça, ici et ailleurs. J'ai travaillé pour plusieurs boîtes et je n'ai fait que démissionner. Pourquoi j'ai démissionné? Je ne savais pas pourquoi j'ai démissionné. En 15 ans, je dirais même en 10 ans, je ne savais pas pourquoi j'ai démissionné. Donc j'étais quelque part, je faisais 3 ans, 2 ans, ça ne me plaît plus, il y a un problème, je pars. Et les amis, comme toujours, comme en Europe, comme ceux qui m'ont dit à l'époque, reste. Les amis me disent, mais pourquoi tu as un aussi beau boulot, tu laisses? Moi-même, je dis, ces gens-là, ça ne me plaît pas de travailler avec eux. Et donc il y avait toujours ça, il y avait toujours ce côté-là où j'étais indépendant dans ma tête. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi je démissionnais. C'était simple. J'ai démissionné pour la simple bonne raison que je n'étais pas quelqu'un qui était fait pour travailler comme ça. Comment? Parce qu'à chaque fois que j'étais dans des choses qui étaient dans le social, j'étais plus heureux que ce que je faisais au travail. Par exemple, quand mon boulot nous poussait à faire des actions sociales, je me retrouvais dans ça, j'organisais. J'étais toujours celui, partout où j'ai travaillé, j'ai toujours été celui qui organisait au moment des fêtes, au moment d'écrire. Parce que j'écris beaucoup aussi. Au moment d'écrire, de faire des slogans, des trucs comme ça. Je suis plutôt quelqu'un de créa, comme on dit. Et donc j'ai dit, c'est peut-être que j'avais fait le mauvais choix. Il fallait que je fasse quelque chose qui me parle. Et ce qui me parle, c'est la communauté, c'est le lien avec les gens. Donc,
J'étais en mission au Burundi, parce que mon dernier poste avant de revenir, j'ai travaillé au Burundi et au Rwanda, donc j'étais responsable informatique dans une branche de la coopération allemande qui travaillait sur East Africa. Et on était basé au Burundi à cause de la CIRGL. Donc sur place, au bout de 2 ans, à la 3e année commencée, j'ai dit non. J'ai commencé à travailler avec des jeunes là-bas localement et j'ai réalisé que y a des choses qui se faisaient ailleurs, qui ne se faisaient pas chez moi. Et j'étais toujours mal à l'aise à l'idée de continuer à travailler pour l'argent. Toujours ce côté chez moi. Oui, il y a ça. Même quand vous êtes au Rwanda, vous avez toujours ce côté toujours, Congo. toujours. Moi, pas chez moi. Moi, j'étais au Rwanda. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que beaucoup voyager devient comme une malédiction. Surtout pour des gens comme nous. Ça veut dire, à chaque fois que je vois quelque chose à l'étranger, ça m'énerve. Je me dis, pourquoi il n'y a pas ça chez moi? Pourquoi il n'y a pas ça chez moi? Même dans les plus petits pays, soi-disant, je voyais des choses qu'il n'y avait pas chez moi. Et je me suis dit simplement, je ne serai pas le seul à arranger le Congo, mais je peux faire ma part. C'est ça. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que le Congo, c'est un puzzle. Chacun de nous peut apporter un bout et on va le reconstruire. Et donc, j'ai dit, non, je rentre chez moi. J'ai démissionné de la coopération. J'étais diplomate, j'avais une carrière, je pouvais rester là-bas. J'ai démissionné, j'ai dit, je vais trouver un travail pour rentrer d'abord au pays. Et puis, pendant un temps, je vais voir comment faire. Et puis, je lance ma propre structure. Donc, c'est comme ça que je reviens. Je commence à travailler à l'ambassade des États-Unis, où je suis resté pendant un moment, mais ça ne m'a pas empêché, par rapport à ce que j'avais aimé avec l'ambassade, c'est que je travaillais dans un projet des jeunes, donc ça me permettait d'être vraiment dans mon élément. Et cela me permettait, avec mon salaire quand même, de tenir un peu, loyer, tout ça, et un peu financer aussi ce que je faisais. Donc c'est comme ça qu'on commence le café numérique. Parce qu'il y avait un besoin. Quand on est arrivé à Kinshasa, tu n'avais pas un endroit où tu pouvais réunir des jeunes dans le numérique. La halle de la Gombe, ça existe pour les artistes, par exemple. Mais il n'y avait pas un lieu. Il y avait un lieu, mais il n'y avait pas de cadre. Ouais, non, il y avait pas de. Bon, je ne sais pas la différence entre lieu et cadre. Dans le sens, tu vois, tel que s'il y a un lieu, voilà, mais qui nous sert de cadre pour l'interview. Ah oui, voilà. Donc, il y avait peut-être des lieux, mais il n'y avait pas de cadre approprié pour les techos. Donc, j'ai dit, mais il faut créer quelque chose pour les techos. Donc, voilà, on a commencé d'abord le café en se disant, on ne peut pas créer un lieu s'il n'y a pas une communauté. Commençons par une communauté. Donc, on faisait des réunions. Effet boule de neige, 2 personnes. La première réunion, on était à 5. 20 la deuxième fois, 30 la troisième fois, 150, 200, 300. C'est comme ça que le café est parti. Jusqu'à ce qu'on a dit, ok, là maintenant on est à une communauté, les gens commencent à se connaître, créons le lieu qui va gérer le truc. C'est comme ça qu'on ouvre le lab, le Lumumba Lab, qui est l'espace en fait qui a créé le café. Oui, en fait, le lab, c'est le lieu. Le lab, c'est l'entité. Le lab, c'est le cerveau de réflexion. Et le lab a créé le café. Sauf que les gens ont vu le café avant parce que le lab avait besoin d'une communauté avant d'ouvrir. Donc, le lab a lancé une action avant l'ouverture. Donc, c'est un peu ça que parfois les gens n'ont pas très bien compris. Okay. Les difficultés sont les mêmes. On va résumer ça comme on dit chez nous. L'argent, il n'y a pas d'argent. Construire comme on est ici, c'est de l'argent. Il faut un investissement pour lancer un business. Et donc, moi, j'avais mon boulot à côté. Mais j'ai aussi autofinancement. Mais j'ai aussi j'ai eu beaucoup de chance. Dieu m'a permis quand même de rencontrer des amis, des gens qui m'ont aidé au début. Ça veut dire quelqu'un qui te rencontre et qui dit, bon, tu as besoin de quoi, je peux mettre autant. Tu as besoin de quoi, j'ajoute autant. Où est-ce que tu es bloqué, est-ce qu'on ne peut pas. Donc il y a eu des gens qui m'ont aidé. Voilà, il y a eu plutôt les amis et l'autofinancement. En dehors de ça, on a vraiment tenu jusqu'à faire ce qu'on a pu faire, qui a commencé. Déjà, le mot attente a un problème. Ceux qui me connaissent savent, hein, je suis quelqu'un de très impatient en ce qui s'agit du Congo. Parce que j'ai juste l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. Donc on n'a plus le temps d'attendre. Donc les enfants sont l'avenir. Comment veux-tu que je pense aux adultes sans penser à ceux-là même qui seront les adultes de demain? Aujourd'hui, tu as des gens, quand ils vont à un entretien d'embauche, ils connaissent pas ce que c'est qu'un ordinateur, ni l'allumer, ni même l'information sur cette histoire. Ça sert à quoi? Tu te demandes cette machine sert à quoi? Il y a des gens qui connaissent pas. Alors, allons-nous créer encore demain une génération des gens complexés?
complexés par des choses parce que, soi-disant, il y a un blanc qui arrive et qui maîtrise ça. Non. Aujourd'hui, nous, on est en train de créer une génération d'enfants décomplexés qui grandissent avec cette culture numérique en se disant que demain, c'est eux qui vont créer le Congo demain. C'est eux qui vont inventer des choses. Donc, ça commence très tôt. Il n'y a pas... il y avait même plus de temps. On ne peut pas attendre. On doit former les enfants. Et le comble, c'est que former nos enfants, c'est aussi les armer parce que l'environnement dans lequel ils vont grandir demain, c'est cet environnement où il y aura des métiers que même toi et moi, on ne connaît pas. C'est ça. Mais ça sera forcément quelque chose qui sera lié à un ordinateur. Donc, donnons-leur un outil. Sinon, demain, ils vont nous en vouloir. Ils vont dire comment nos parents nous ont laissé arriver ici sans l'outil. Déjà, il y a un grand retard avec nous, et tu ajoutes encore les autres. Non, ça va pas. Que ça okay. C'est comme je me souviens un ami qui disait à son père, il dit tant baninga balance on a gombeos avec eux. Parce que ça coûtait rien à l'époque les maisons. Donc c'est une vision et là aujourd'hui, moi je veux pas que nos enfants nous disent demain. Tu veux rattraper. Voilà, vous nous avez pas appris des choses et aujourd'hui ils sont complexés. Aujourd'hui ils ont peur parce que quelqu'un sait des choses qu'ils ne savent pas. Non. Mais on voulait rapidement qu'on puisse rattraper ça. On doit rattraper et ça se prépare. Si nous on a raté, au moins eux. Au moins eux, quoi. Que au moins on rate. Ok. En général. Vous savez, en général, il y a toujours des gens qui y croient et d'autres qui n'y croient pas. C'est normal, il faut faire avec. Il faut, quand vous commencez une idée, il faut compter sur ceux-là qui y croient. Parce que eux, avec eux, vous pouvez avancer et ce qu'on appelle en fait, c'est une forme de leadership. Avec eux, vous avancez et vous pouvez entraîner les autres avec vous. En se dire, ah, ils ont fait et ça marchait. C'est quelque chose de nouveau. Les gens peuvent ne pas le comprendre, mais c'est normal. C'est normal. Donc ça nous a pris un petit moment. Vous avez apprécié quoi surtout chez les gens à qui vous avez en parlant aux jeunes du café. En parlant aux jeunes, qu'est-ce que vous avez apprécié chez les gens? Ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est l'envie de changement. Tout le monde a envie que ça change. Ça c'est le dénominateur commun. Tout le monde, tous les Congolais, tous les jeunes Congolais veulent que ça change. Maintenant, les méthodes et la façon de faire, on peut commencer à discuter. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait la volonté de changer. Tout le monde veut en tout cas une nouvelle vie, tout le monde veut une transformation. Maintenant, les méthodes ne sont pas les mêmes pour chacun. Environnement, s'il y a quelque chose que je n'ai pas apprécié, c'est que on a du mal, je ne sais pas si c'est seulement congolais, beaucoup de gens disent que c'est congolais, mais j'ai vu d'autres Africains se plaindre de ça. Mais on a du mal à... Et d'ailleurs, c'est dit même quelque part que nul n'est prophète chez soi. Hein. Mais on a du mal à se greffer sur une idée qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi un problème. Mais là, la responsabilité est partagée. Hein. Vous savez, la responsabilité, elle est aussi mienne. Parce qu'un bon leader, c'est aussi celui qui réussit à convaincre les autres, en tout cas pas convaincre, à faire adhérer les autres. Mais l'adhésion est une question de pourcentage aussi. J'ai pu faire adhérer certains, mais c'est peut-être pas le pourcentage qui m'aurait plu. Ça, c'est clair. Alors, j'ai trouvé ça, et quelque chose que j'aurais déploré aussi, c'est... je pense qu'on n'a pas la soif d'apprendre. On n'a pas la soif de... On est en retard, mais le jeune Congolais n'a pas compris qu'il faut une soif d'impressionner le monde. Il faut une soif d'y arriver. Donc, malgré l'envie du changement, mais il manque cette soif. Voilà, il manque cette soif. On a envie de changer. Vous savez, l'envie de changer peut être statu quo. Vous pouvez avoir envie de changer, mais rester chez vous. Combien de gens... Tu as envie d'avoir une voiture, mais tu ne veux pas aller travailler. Il y a par exemple... Non, je vais vous donner le meilleur exemple dans ça. C'est le monsieur qui travaille quelque part, mais il a envie de quitter ce boulot. Mais il est là. Il est là pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il ne peut pas aller chercher un autre travail. Il est là pourquoi? Pourquoi moi j'arrivais à démissionner à des endroits où je travaille, même si c'était des endroits importants? C'est parce que je savais que demain, je trouverais. Vous avez mélangé l'envie et ce besoin, voilà. Et cette volonté. J'avais cette volonté de changer, mais il y avait aussi quelque chose qui me disait en moi que voilà, pour changer, il faut une action, il faut faire le pas. C'est pas statu quo, c'est pas un constat, tu restes, non. Les jeunes Congolais sont trop du côté... On a fait le constat, voilà. Ils ont fait le constat, mais maintenant agir, c'est quelque chose, sur agir, on a encore un problème. Ça c'est quelque chose... Donc, bien aimé, on n'agit pas, la suite, on agit.
Comme je disais, nous, pendant les 2 ans que j'ai fait ici, 3 ans maintenant, depuis que je suis là, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle un peu l'entrepreneuriat social. Mais il est temps maintenant qu'on lance aussi l'autre dimension de nous, c'était la partie commerciale pure. Donc là, on a lancé Allo Pipo, qui est une jeune start-up qui va aider justement les Congolais, les expatriés, à faire des achats. Nous, on est en fait ce qu'on nous appelons le Petit Bitina 3.0. C'est Petit Bitina moderne. Donc, tu as besoin de faire des courses, tu nous envoies ta liste, on va acheter des choses, on te ramène et tu payes par la livraison. Donc, voilà, c'est un peu la première entreprise qu'on va lancer. Et en tout cas, si Dieu nous aide et le permet, dans 2 mois, on va lancer l'Itaka. L'Itaka, justement, qui est un petit boîtier qu'on installe dans les écoles avec un contenu. C'est pas normal qu'un enfant finisse l'école aujourd'hui sans connaître Wikipédia, sans connaître des encyclopédies qui existent, qui sont en ligne, qui sont faciles. Ils sont tous sur Facebook, mais ils connaissent pas ces choses-là et c'est pas normal. Donc là, c'est un petit boîtier qui donne une connexion Wi-Fi sans besoin d'internet. Et on pourra mettre du contenu congolais dessus, des chansons congolaises. Enfin, quand je dis des chansons pour enfants, les chansons instructives. L'Itaka vise les enfants. En tout cas, l'Itaka, c'est un petit boîtier pour, pas forcément, mais c'est un petit boîtier qui s'adapte beaucoup au milieu scolaire, mais c'est un contenu qui est adaptable. Je ne vais pas révéler toute la suite, mais c'est encore en cours de développement. Mais voilà, vous le saurez, on en parlera. L'avenir est belle. Enfin, qu'est-ce que je peux dire? Non, je crois que c'est positif. Mais je crois que ça nous sera difficile d'y arriver si l'État ne se mêle pas de ces choses. Je crois qu'il est temps que l'État prenne conscience qu'ils sont les parents de cette nation, qui sont les responsables du mouvement. Donc ils doivent quand même impulser les choses. Donc tant que l'État ne s'en mêle pas, on avancera, mais on n'avancera pas à la bonne vitesse. Moi, le seul message que je peux dire aux jeunes Congolais, c'est le même message que je porte depuis un moment. C'est oui, voilà, on sait qu'on souffre, on sait qu'ils nous ont lâchés, on sait qu'ils nous ont oubliés. Mais regardez autour de vous, tout ce que vous voyez, prenez cela comme une opportunité, comme un avantage que vous avez sur les autres. Un enfant qui s'est entraîné sur un terrain plein de cailloux, je crois qu'il aura un avantage le jour où il jouera sur un terrain de gazon. Donc franchement, poussez. Moi, je trouve qu'on devrait déjà se soutenir entre nous. Il ne nous reste que nous. On n'a que nous. Ça, je le dirai toujours. On n'a que nous. Eux, ils ne sont pas là. Il n'y a que nous. Donc, on doit vraiment se soutenir. Il faut rester sur cette lignée-là. Je crois que je le dis toujours, que ce soit dans Tofulana que j'ai lancé ou tout le reste. L'idée, c'est qu'on se soutienne vraiment au maximum entre jeunes Congolais. Ce que vous faites est très bien. Continuez. Ce qui est sûr, ça sera difficile. Ça sera difficile. Il y a des moments où vous ne comprendrez même pas d'où vient l'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il faut plutôt aller sur une passion, croire en ce que vous faites. Et n'hésitez surtout pas de toucher les autres, mais par le cœur. On touche le cœur avant la poche. Et la poche viendra assez facilement. C'est un conseil que je vous donnerai par rapport à ma petite expérience de ce monde ici localement. En tout cas, courage et foncez.